là, c'est une étude qui nous a quand même beaucoup choqués dans l'univers du référencement naturel. Plus de 50% des requêtes, il y a 0 clic dans Google. Comment je fais parler de moi? Comment je fais en sorte qu'il y a des sites qui font des liens vers moi et pas n'importe quel lien? Pas ce sur quoi la mindfulness a forcément l'impact le plus fort. Quoique, l'acte de manger. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire live sur LinkedIn. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je suis Sophie Corbel, je suis consultante en stratégie et transformation digitale et je m'intéresse particulièrement aux conditions qui en font la réussite, aux conditions de réussite à chaque étape. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est qu'on parle d'une condition de réussite essentielle dans toute stratégie digitale, la magie du référencement naturel sur les moteurs de recherche et le choix du contenu. Magie, pas magique, en tout cas, on va aborder ce sujet tant sur le fond que sur la forme. Nous sommes ici aujourd'hui sur la planète Storystellar. Storystellar, c'est une agence spécialisée dans le storytelling et la vidéo. Et donc, qui a conçu ce webinaire dans un format un petit peu différent que vous allez découvrir. Et puis, nous allons aborder sur le fond ce thème que vous avez... que vous connaissez maintenant, c'est comment, finalement, la question qu'on se pose tous, c'est finalement comment déchirer, quoi. Comment tout déchirer en SEO, là, cette année, avec les changements, les accélérations d'usages digitaux qu'on a connus. Alors, pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Lydia Arzo. Bonjour Lydia. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici chez Storystellar et en live sur LinkedIn. Donc Lydia, tu es une experte en SEO et en stratégie de contenu. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail ? Oui, rapidement. Alors, on est sur LinkedIn. Vous avez accès à mon profil très facilement. Alors, juste pour résumer, moi, je me considère comme une slasheuse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'activités. J'ai toujours eu beaucoup d'activités et j'ai commencé dans le référencement naturel en 2001. Donc, plus de 20 ans maintenant. Alors, ça ne se voit pas, mais j'ai 25 ans. Et j'ai travaillé essentiellement en agence média et digitale sur naturellement le référencement naturel, mais également tous les leviers d'acquisition. J'ai en 2020 décidé de monter ma société et véritablement d'incarner ma passion pour le digital, ma passion pour la transmission et la formation. Donc je travaille aujourd'hui dans une start-up, j'accompagne une start-up sur l'environnement digital, sur sa transformation digitale, sur l'acquisition. Et j'ai monté également un programme qui me tenait beaucoup à cœur, le Digital Glow Up. J'accompagne des femmes à développer leur business ou à vivre de leur passion grâce au digital. Moi, j'ai l'intime conviction qu'avec le digital, on peut tous et toutes réussir sur le web. Très bien. Bon, alors l'objectif aujourd'hui, chers auditeurs, c'est de démystifier le SEO. C'est quoi le SEO? Comment ça marche? Comment j'en parle en interne? Comment je défends des budgets? Comment on fait? Donc, pour démystifier ce sujet, et pour commencer, peux-tu, Lydia, nous donner un premier aperçu du poids du SEO dans le content marketing aujourd'hui? Oui, on va aborder ce sujet-là. Donc, j'ai une belle présentation à partager avec vous. D'abord, on va parler des bases. D'où vient le trafic d'un site Internet? En moyenne, les moteurs de recherche peuvent générer jusqu'à 50 à 70% de l'audience d'un site. Slide suivante, je vous présente quelques exemples. Sur un autre cas, le SEO à lui seul permet de générer 50% du trafic d'un site. C'est la moitié du trafic d'un site. Toute proportion gardée par rapport aux investissements payants qui vont être faits sur le référencement payant, donc le SIA, sur le social, et puis les autres sources, les liens d'accès, etc. Slide suivante.
Donc moi j'ai l'impression d'avoir une baguette magique, je balance la slide. Un autre exemple très concret, l'organic search, donc le référencement naturel sur ce cas précis. C'est une capture de Google Analytics. Le référencement naturel permet de générer 50% de l'audience, suivi de l'accès direct, suivi des référals, donc des liens qui pointent vers le site, le social et d'autres sources, mais également l'emailing. Slide suivante. En résumé, ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut pas dépendre d'une seule source. Ça, c'est vraiment important. Les visiteurs de votre site internet viennent de partout, je l'ai dit précédemment. Donc oui, le référencement naturel, c'est la première source d'acquisition de trafic sur un site internet. Donc c'est important de diversifier aussi ces sources d'acquisition pour ne pas dépendre d'une seule source. Mais retenez bien ça, en moyenne, le référencement naturel, le référencement payant, les moteurs de recherche permettent de générer plus de 50% de l'audience d'un site internet. Slide suivante. Parce que c'est important de se poser la question, qui génère le plus de trafic en France? Google domine, je vous apprends rien. 97% du trafic est généré par Google sur mobile. Ça, c'est une donnée. Donc on sait que c'est Google à 91% du trafic en France et 97% sur mobile. Donc autant vous dire que si vous n'êtes pas sur Google, vous n'êtes absolument pas visible. Derrière, vous avez Bing, vous avez Yahoo. J'adorerais rencontrer dans la vraie vie des personnes qui utilisent Bing, Yahoo. Ça ne m'arrive que très rarement. Et à notre grand désarroi, il y a quand même un moteur Quant, quand même assez intéressant, qui préserve la vie privée, parce que Google n'est pas celui qui préserve le plus notre vie privée. Alors, slide suivante. Le mobile, j'en parle, 97% sur mobile. Donc pour Google, le mobile first, c'est pas un mot valise. On l'a beaucoup entendu dans le digital. Il faut être mobile first, il faut être mobile first. Nos usages ont changé. On prévoit, dans une étude, prévoit que dans 4 ans, la première source d'accès à l'Internet, ce sera nos téléphones portables, sur nos portables. On a du mal à le croire. On utilise encore nos ordinateurs. On se dit, mais c'est pas possible. En Chine, c'est déjà le cas. Tout se fait sur mobile. Donc le mobile first, dans la recherche, va être essentiel. Slide suivante. Google le sait très bien. Donc aujourd'hui, il a lancé, quelques années déjà, plus d'1 an, il a lancé ce qu'on appelle l'index mobile first, en mars 2021. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, Google va d'abord scroller la version mobile de la société, la version mobile du site internet, pour l'indexer. Il donne la priorité au mobile. Auparavant, l'ordinateur, le mobile, on considérait que c'était le même index, que c'était la même chose. Pas du tout. Les résultats sur mobile et les résultats sur ordinateur peuvent être différents. Moi, je le constate dans les clients que j'accompagne. Et donc, la version mobile, elle est extrêmement importante. Ce n'est pas un mot valise, ce n'est pas du marketing. On n'est pas en train de parler de data, on est en train de parler d'usage, mon usage, le vôtre, l'usage de l'ensemble de la population. Alors, slide suivante, qui est très importante. Pourquoi le mobile va changer la donne, ou change la donne, c'est la façon dont on regarde et dont on consulte l'information sur mobile. Oui, l'écran, ce n'est pas un écran d'ordinateur. Comme vous pouvez le voir sur les captures que je présente, c'est une étude d'eye tracking, je ne vous apprends rien. Les 3, voire les 4 premiers résultats sur un mobile sont extrêmement importants. En général, on y retrouve le référencement payant, on y retrouve les liens sponsorisés sur certains types de requêtes. Sur d'autres requêtes, il n'y a pas de liens sponsorisés, surtout toutes les requêtes informationnelles et de recherche. Donc, l'objectif en référencement naturel, c'est d'être présent sur la partie organique et c'est d'être présent sur tous ces contenus, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'image. Google propose une diversité dans ses résultats naturels en relation avec la requête qui a été émise par l'internaute et l'intention qui se cache derrière cette requête. Donc tous les contenus sont importants, l'image a son importance, elle s'optimise et c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Slide suivante. C'est imminent, c'est maintenant. Google lance au mois de juin un nouveau critère, le Core Web Vital. Je l'ai dit en préambule, le trafic sur mobile, 97%. Vous n'avez pas de version mobile, vous n'êtes pas visible. C'est compliqué. Il a rajouté des particularités, ce qu'on appelle le Core Web Vitals. Donc il va aller vraiment voir d'une façon très logique le temps
de téléchargement, le temps de chargement de votre site internet, bien évidemment, la sécurité de votre site internet, HTTPS, faire en sorte que sur mobile, l'environnement est mobile, c'est le cas de le dire, donc la sécurité, elle est extrêmement importante. J'affiche à l'écran la possibilité d'aller tester les URL de votre site, tester votre site pour voir s'il est compatible avec ces nouveaux critères. Slide suivante, quels sont ces critères? Ce sont des critères d'UX, des critères d'expérience utilisateur. Pour Google, c'est l'expérience utilisateur qui prime. Il est leader sur la recherche, c'est pas pour rien. C'est parce que nous, en tant qu'utilisateurs, nous sommes satisfaits. Son obsession, c'est notre satisfaction. C'est le fait que nous ne ressentions aucune frustration. Et quelle est la pire des frustrations sur Internet? C'est une page qui ne s'affiche pas, c'est une page qui met du temps à s'afficher. C'est le fait d'appuyer sur un call to action et d'attendre une plombe que la page s'affiche. C'est exactement les 3 critères du core web vital. C'est vital et ça va devenir vital pour votre site Internet. L'expérience utilisateur. Vous avez le temps de chargement des éléments sur la page, c'est-à-dire tant que le titre s'affiche, l'image, le texte, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'interactivité. C'est le temps entre le moment où la page s'affiche et l'interactivité que l'utilisateur a sur la page. Et le troisième, c'est la stabilité de la page. Quand vous naviguez sur un site internet depuis votre mobile, vous avez des slideshows depuis votre ordinateur, vous avez des textes, des blocs de texte qui peuvent bouger, qui peuvent s'ouvrir. Cette stabilité-là, Google va la mesurer. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui d'aller encore plus loin dans cette dimension de mobile first, c'est d'aller dans l'expérience utilisateur. On parle d'UX, moi j'aime bien parler d'utilisabilité, d'utilité, d'usabilité, d'aller encore plus loin. Comment je m'approprie le site internet, comment je navigue dessus depuis mon ordinateur. Je ne vais peut-être pas utiliser ma souris, je vais utiliser mon doigt. Slide suivante. Ça met toujours un petit peu de temps et c'est normal, nous sommes en direct. L'étude qui a fait boom et qui m'a scotché et qui est extrêmement intéressante, il paraîtrait, je le mets au conditionnel parce que ça reste une étude, que 77% des recherches sur mobile ne génèrent aucun clic, 0 clic dans les résultats. Étonnant, pas étonnant? Moi j'ai envie de dire que non, puisque sur mobile, eh bien on va avoir les mêmes réflexes que sur les réseaux sociaux où on a pris l'habitude de consulter son feed, c'est-à-dire d'ingurgiter de l'information, de scroller avec son pouce. On ne swipe pas sur un moteur de recherche, à part sur Google Images, mais on va consulter la page de résultats d'un moteur de recherche comme on consulterait son feed Instagram, son feed Facebook. On n'est pas toujours en train de liker, on n'est pas toujours en train de partager. Eh bien, effectivement, sur Google, visiblement, nous ne sommes pas toujours en train de cliquer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous pousser en tant que webmarketeur, en tant que marketeur, en tant que spécialiste du référencement naturel, à capter l'attention de nos utilisateurs. Google a répondu à cette étude et il a dit oui, c'est normal, l'utilisateur va taper un mot-clé, 2 mots-clés, puis il va regarder les résultats et puis il va vouloir affiner sa recherche. J'entends ça depuis 2001. À l'époque, effectivement, nous ne saisissions que 1 ou 2 mots-clés, fleurs, achat fleurs. Aujourd'hui, avec le volume de contenu qui existe sur le web, c'est pas 1 mot-clé qu'on tape, c'est pas 2 mots-clés, c'est 4, 5, voire des questions entières. Donc, je ne suis pas très OK avec cette réponse que Google nous a apportée. C'est juste qu'aujourd'hui, il nous partage de l'information comme d'autres nous partageraient de l'information sur notre feed. Donc, notre enjeu, notre réel enjeu, c'est de capter l'attention de nos utilisateurs et les bons utilisateurs. Alors ça, c'est, je me disais, bon, j'ai bien compris, il faut jongler avec tous les piliers, ça demande une exigence, mais finalement, tant d'investissement pour si peu de clics, ça pose la question. Ça pose la question. En plus, on est sur mobile. Bon, je vais faire plein de vidéos de qualité. Ça va être beaucoup plus simple. Finalement, ça vaut encore le coup d'investir en SEO? Sophie, c'est une excellente question. Effectivement, en plus, c'est un milieu assez opaque. En tout cas, c'est ce qu'on pense, alors qu'en réalité, il y a plein d'outils pour mesurer l'impact réel du référencement naturel et son apport dans les chemins de conversion finaux en fonction de tous les leviers d'acquisition que je vais utiliser. Mais je viens de le dire, c'est quand même 30 à 50% de l'audience, une audience gratuite. Je ne paye pas au clic, je ne paye pas pour être affiché.
c'est gratuit. Et ça, c'est essentiel. Et la qualité même du trafic qui est généré en référencement naturel est extrêmement importante. Et c'est pour ça que Google est très exigeant avec les sites internet, avec les sociétés, sur la qualité du contenu qui est présent dans son moteur de recherche. Donc oui, investir, c'est important. Très bien. Donc ça demande une certaine exigence, une certaine manière de faire. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment s'y prendre maintenant? Alors, 1 heure, c'est bien peu en réalité pour vous parler de référencement naturel. Je vais vous présenter certains critères que j'estime être essentiels, déterminants. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une répétition, mais ce que j'ai envie de faire, c'est d'apporter un peu l'état d'esprit dans lequel il est important d'envisager ce levier d'acquisition, qui est un levier extrêmement stratégique pour une entreprise. Donc, c'est parti. Je te propose de te présenter certains critères et l'objectif de capter l'attention. C'est pour ça que j'y ajoute la dimension content marketing, qui est directement liée à la façon dont j'attire une audience sur mon site internet. Alors, je crois que la présentation va bientôt s'afficher. Ce sont les aléas du direct. Alors, d'abord, j'aimerais commencer par dire une chose qui est extrêmement importante. Depuis que je fais du référencement et depuis plus de 10 ans, 80% des critères sont les mêmes. Alors, ça paraît un peu contradictoire. Lydia, tu viens de nous dire que Google changeait, qu'il y avait beaucoup de critères, que ça change tout le temps, que Google fait ce qu'il veut, que c'est opaque. Il y a quand même des bases. Et c'est pour ça qu'on doit impérativement faire de la veille. À l'heure où je vous parle, il y a des choses qui se passent auprès de Google. De tester et d'apprendre. Et ce qui est vrai pour une stratégie SEO dans une entreprise peut s'avérer être complètement à côté de la plaque pour une autre entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle il faut véritablement s'approprier ces critères et y répondre au mieux avec son marketing, son contenu, son site internet, son UX, sa marque, son aura, sa notoriété, sa popularité. Alors, slide suivante. 80% des critères sont les mêmes. Un socle. Un rappel essentiel. Comment un moteur opère? C'est très simple. D'abord, le moteur crawl. Google fait ce qu'il veut, il va partout. Il suit des liens de page en page. Et c'est comme ça qu'on parle effectivement d'une toile, c'est-à-dire qu'il va partout et qu'il suit les liens qu'il découvre au fur et à mesure. Ensuite, ces liens, ces pages, donc, il va les indexer, il va les mettre dans sa bibliothèque. Et enfin, en fonction des requêtes qui sont saisies sur son moteur de recherche, il va positionner les pages les plus pertinentes en fonction de différents critères que je vais vous proposer. Donc, slide suivante. Notre priorité en tant que spécialiste du référencement, c'est d'optimiser le crawl, puisque c'est la première étape au niveau du référencement naturel, c'est la première chose que Google va faire. Donc on va viser et miser sur ce que j'appelle le smart indexing. On va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de pages inutiles dans l'index du moteur. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas des pages qui vont être affichées par Google lors d'une recherche. Et le low indexing, c'est-à-dire que c'est des pages qui ne sont pas indexées par Google pour différentes raisons et qui sont pourtant pertinentes. Donc on est un petit peu comme les aiguilleurs du ciel. Google fait ce qu'il veut, il va partout, il vous affecte ce qu'on appelle un budget crawl, c'est-à-dire un temps, c'est pour ça qu'on parle de budget, un temps qui se moyenne sur lequel il va visiter votre site et sortir de votre site pour visiter d'autres sites. Donc le smart indexing, c'est ça, c'est faire en sorte que dans le moteur de recherche, je n'ai que des contenus utiles, pertinents, optimisés pour l'utilisateur, pour le moteur de recherche. Donc comment ça se passe? L'optimisation du crawl concrètement. Moi j'adore faire des crawls pour les sites internet parce que c'est comme si vous alliez à l'hôpital vous faire un scanner. Vous avez la radiographie de votre corps. Le crawl, c'est pareil. C'est que, slide suivante, pardonnez-moi, je n'ai pas lancé la slide suivante. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent effectivement de scanner votre site internet. Donc, je n'ai pas de part dans ces sociétés-là. C'est des outils que j'affectionne tout particulièrement. SEOlizer, d'ailleurs, c'est un super outil que j'adore. Vous avez une version premium gratuite qui est super intéressante. Vous allez mettre l'URL de votre site internet et vous allez voir comment Google interprète votre site internet. Et là, il y a des grandes surprises. Donc, ce qu'on va faire en tant que
spécialiste du référencement, c'est d'optimiser ce crawl et de voir ce que comment Google interpréterait mon site internet. Alors parfois, s'il y a trop de pages indexées, c'est que je l'ai laissé faire ce qu'il voulait, indexer des pages qui n'étaient pas pertinentes, qui sont peut-être générées automatiquement par mon CMS et qui n'apportent rien pour l'utilisateur, mais qui sont générées dynamiquement. C'est le cas quand on a un site WordPress, il y a plein d'URL, des fichiers qui se génèrent pour afficher une page, eh bien je vais les interdire à l'indexation. A contrario, quand j'ai pas beaucoup de pages indexées ou très peu, ou c'est pas les bonnes, c'est que peut-être le moteur de recherche a des difficultés à trouver l'information. Donc d'un côté, on a un trop d'indexation, mauvaise indexation parce que Google, on le laisse aller n'importe où, et d'un autre côté, pas assez parce qu'on lui a peut-être interdit certains passages qu'on n'aurait pas dû. Donc on utilise souvent le robot TXT, pas tout le temps, mais c'est intéressant. Donc, slide suivante, je vais vous montrer un exemple de ce qu'est un robot TXT. C'est un fichier de TXT qu'on met à la racine d'un site et qui permet de communiquer toutes les directives que je donne à Googlebot, c'est-à-dire au moteur de recherche, lorsqu'il arrive sur mon site internet. J'adore cet exemple du robot TXT de Nike qui se sont amusés à reproduire le logo dans le robot TXT. Et là, vous avez des indications, d'isolo, allow, donc ça veut dire au moteur, viens d'abord ici, ne va pas là-bas, n'indexe pas ces pages-là, va en priorité sur mon fichier sitemap où il y a toutes mes URL les plus pertinentes. Et quand le moteur de recherche arrive sur votre serveur pour aller récupérer effectivement l'adresse là où il va visiter votre site internet, c'est le premier fichier qu'il va voir, la première information qu'il va voir. Alors finalement, just do it. Ça a l'air facile, on a des outils qui permettent de le voir. Ok, donc finalement, mais à quel moment, quand on développe un site ou quand on a un site existant, à quel moment finalement on doit concevoir sa stratégie SEO? Est-ce que la conception d'un site, c'est quand il est terminé, que tout le contenu est rédigé, complet, et on s'occupe enfin du SEO? Comment on fait quand on a un site existant? Voilà, à quel moment concevoir la stratégie, et puis surtout, finalement, avec qui, avec quel type de compétences? J'ai l'impression qu'il en faut beaucoup. Oui, il en faut beaucoup. D'ailleurs, slide suivante, le SEO est un périmètre très très large. On va aborder plusieurs notions. Déjà, j'aimerais dire en préambule que la stratégie SEO n'est pas la stratégie de l'entreprise. Hein. Le SEO est une tactique, c'est un levier. Donc effectivement, c'est un levier qui nécessite d'être intégré le plus en amont possible de la conception de son site internet. C'est idéal parce que c'est là où on va effectivement pouvoir s'assurer de l'usabilité, des critères, de la crawlabilité. C'est là où on va pouvoir déterminer quel type de contenu on va pouvoir développer sur son site internet, puisqu'on va s'intéresser à la recherche qui est faite par les internautes sur notre secteur d'activité. Donc on va nourrir la stratégie à la fois éditoriale, à la fois technique, quelle technique de site je décide de mettre en œuvre. Ensuite, on a effectivement tout ce qui est UX, donc page d'atterrissage, quel titre je décide de mettre en œuvre, quel call to action je vais placer au regard du maillage interne, est-ce qu'il y a une bonne harmonisation? Là, avec le Core Web Vital, ça va être encore déterminant d'avoir cette réflexion en amont. Donc, dans le meilleur des mondes, en amont de la conception du site, au moment d'une refonte, c'est idéal. Et comme 80% des sites sont déjà là, sont déjà en ligne, bien effectivement, c'est de s'assurer que la recommandation que je propose d'un point de vue technique ou d'un point de vue éditorial, l'impact soit le meilleur. La plus grande frustration des experts dans le domaine du référencement naturel, c'est de ne pas voir des recommandations implémentées sur un site internet. C'est la plus grande des frustrations. J'ai passé 20 ans en agence, donc c'était extrêmement frustrant pour mes collaborateurs de ne pas voir ces résultats aboutir pour des raisons que je peux parfaitement comprendre au niveau d'une entreprise. Un site internet, c'est le point central de l'écosystème, c'est là où tout se passe, c'est là où on va accueillir les visiteurs qui proviennent des réseaux sociaux, de ces campagnes d'emailing. Donc, je le répéterai jamais, c'est toujours en amont et toujours en collaboration avec l'ensemble des équipes. Effectivement, que les équipes soient en interne ou en externe, l'agence de développement de site web, l'agence de communication, celle qui va produire le contenu. Donc de vraiment mettre en place une gouvernance au niveau du SEO pour que
faire collaborer chacune des équipes. Et je sais que ce n'est pas évident, parce que chacune de ces équipes-là ont elles-mêmes aussi leurs priorités, ont elles-mêmes leurs objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer, d'avoir une gouvernance pour que chaque acteur puisse intégrer dans sa réalisation, dans son travail quotidien, la dimension SEO. Très bien. Merci. Merci pour cette question, Sophie. On va continuer. Slide suivante, parce qu'on va rentrer un petit peu dans le corps du sujet. Les fondamentaux du SEO, il y a 3 grands piliers. Ça fait partie des 80% des critères dont j'évoquais au départ de cette présentation. On a la dimension technique et donc les critères techniques. L'optimisation du crawl, du moteur de recherche. La deuxième catégorie de critères, c'est la dimension éditoriale, le contenu. Et là, on parle de critères off-site, c'est-à-dire que ce sont des critères sur lesquels je suis et j'ai la possibilité d'avoir 100% de maîtrise. Quand surtout je viens de créer mon site internet, puisque c'est dépendant à 100% de ce que je vais produire. Et puis la troisième catégorie de critères, et là il n'y en a qu'un seul, c'est la popularité. Donc ce sont des critères off-site, donc en dehors du site internet. C'est la capacité d'un site à générer des liens qui pointent vers lui. On parle souvent de netlinking, mais on parle aussi de popularité parce qu'il y a une dimension popularité, autorité, notoriété. Donc ces 3 grandes familles de critères. Je vous propose une sélection des critères que j'estimais prioritaires à optimiser et à développer dans le cadre de sa stratégie de référencement naturel. Slide suivante. Critère number 1, la balise title. C'est vraiment le critère qui, depuis que je fais du référencement, est présent. Aujourd'hui, on constate sur certains sites, c'est une étude SEMrush qui est assez intéressante, 35 à 45% des balises titles sont identiques. Or, la règle, c'est que chaque balise title doit être unique. Une page égale une balise title unique qui décrit la page. Et si possible, une balise title qui soit originale, ça ne sert à rien de copier ses concurrents, explicite, puisqu'elle doit décrire le contenu de la page, unique, donc unique pour chaque page, avec un certain nombre de caractères, puisque on est sur mobile, la longueur du title, de cette balise, a son importance. Et dessous, vous avez la description. Cette description, ce n'est pas un critère algorithmique. Google ne la prend pas en compte dans le positionnement de la page. En revanche, elle incite et elle doit inciter l'utilisateur à cliquer sur notre page. Et je dirais que le combo balise title, balise description est déterminant aujourd'hui si on considère que l'on consulte Google comme on consulte son feed dans un réseau social. Donc la balise title, critère number 1. C'est un travail énorme. Ça veut dire finalement, si je comprends bien, tu recommandes de rédiger toutes les balises title, c'est ton premier critère. Toutes les balises title de toutes les pages d'un site. Oui, toutes les pages d'un site, effectivement, doivent avoir leur balise title. Alors, c'est intéressant de se dire, j'ai un site qui a 100 000 pages, est-ce que je le fais manuellement? Non, il y a la possibilité de générer des balises title dynamiques, mais en tout cas de s'assurer qu'il y ait une cohérence entre la balise title et le contenu de la page. Ça, c'est important. Très bien. Alors, deuxième critère. Donc, critère number 2. Là, on a parlé de magie. J'adorerais que tous ces critères, à la fin, vous envoient des étoiles dans les yeux. Mais c'est exactement, en tout cas, ce que j'essaye de faire, d'être le plus pragmatique et de vulgariser au maximum ces critères-là. L'architecture du site, elle est importante. Alors, c'est vrai que j'ai inversé l'arborescence sur ma slide et c'est pas pour rien. Parce qu'en bas, vous avez la home page. C'est par là que le moteur arrive en priorité. Et c'est par là aussi que vous allez accueillir vos utilisateurs. Donc, l'architecture du site, elle est importante pour pouvoir offrir la meilleure expérience utilisateur, faire en sorte que l'information la plus importante soit au premier niveau, au deuxième et voire au troisième niveau de l'arborescence pour
inciter l'utilisateur à découvrir davantage d'informations sur le site et de permettre une meilleure indexabilité, donc avoir des URL qui soient plutôt courtes, une navigation claire, des chemins bien pensés. C'est là où c'est intéressant de travailler avec les équipes UX, effectivement, pour être sûr qu'on intègre cette dimension de l'algorithme de Google, le poids des pages. Donc, est-ce que mes pages ont une harmonie entre le contenu, l'image, la vidéo? Donc, une architecture qui soit la plus smooth, la plus optimale, et pour l'utilisateur, et pour le moteur de recherche. Donc là, on est au cœur du parcours utilisateur. Comment avoir un parcours utilisateur fluide, rapide, mais surtout le plus utile possible pour chaque utilisateur. Exactement. Très bien. Mon critère numéro 3. La structuration du contenu et les headings, donc les titres dans mes contenus. Je parle de structuration parce que là, je suis sur la dimension technique du contenu. C'est-à-dire qu'un contenu qui s'affiche, il y a un code derrière. Que ce code soit le plus propre possible, que je puisse structurer mon contenu avec une normalisation des balises. H1, H2, H2, H3, H4. On peut aller jusqu'à H6. L'idée, c'est d'avoir une cohérence et que mes titres de page, mes sous-titres, mes titres de catégorie 3 contextualisent finalement le contenu que je vais retrouver sur la page. On parle de pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on retrouve sur mon headings le titre le plus impactant. C'est un peu le titre à la une. Et puis les données structurées. Il est possible aujourd'hui de structurer son contenu par rapport à certaines données, comme par exemple une FAQ. Vous avez la possibilité de structurer ce contenu avec des snippets, des données structurées pour faire en sorte que Google interprète et affiche directement ce résultat dans ses résultats naturels. Troisième critère, donc, structuration du contenu, headings. Là, on parle du design, on parle du UX, UI, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, il faut aussi collaborer vraiment avec le SEO, avec d'autres compétences déjà à ce moment de conception des wireframes. Exactement. C'est à ce moment-là parce que une fois que le site va être en ligne et que les personnes vont être en charge de mettre à jour les contenus ou en charge de l'optimisation, eh bien parfois il y a des impossibilités, on ne peut pas modifier certains éléments parce que le wireframe sur la page a été conçu d'une telle manière, on ne peut rien changer. Et c'est pour ça qu'il y a des rustines avec du contenu qu'on va peut-être mettre dans le footer par moment. On voit que la page elle a été bricolée. J'en profite pour dire à vous qui nous écoutez que nous allons prendre des questions. Je ne serai pas la seule à pouvoir en poser à Lydia. On va prendre vos questions tout à l'heure à la fin et on pourra y répondre. Mon prochain critère, le numéro 4. Là, on est sur la dimension contenu et éditorial. C'est extrêmement important. Là, j'ai parlé plutôt de la dimension technique sur les 3 premiers critères, mais ce qui est compliqué pour moi d'entendre aujourd'hui chez des marketeurs, c'est de dire on doit faire du contenu pour le SEO. Je ne comprends pas ce que veut dire faire du contenu pour le SEO. Je comprends que l'on doit optimiser le contenu parce que c'est important, parce qu'on va devoir générer du trafic sur son site internet sur des mots-clés qui seraient tapés et donc de proposer un contenu. Donc la priorité sur la dimension éditoriale d'un site, c'est déjà de voir comment est-ce que les internautes recherchent et ce qu'ils recherchent. Et là, il y a un gros travail à faire. Alors, on parle souvent d'études de mots-clés. C'est d'aller même sur l'étude de l'intention derrière le mot-clé. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne tape plus un seul mot-clé aujourd'hui. C'est 2, 3, 4. On va préciser notre recherche. Mais pour autant, l'intention derrière le mot-clé peut être différente. Parfois, sur certaines requêtes, il y a un besoin d'information. Sur d'autres requêtes, il y a un besoin davantage de conversion, d'achat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller étudier la demande en ligne pour savoir comment les internautes recherchent, qu'est-ce qu'ils recherchent et quelles sont leurs intentions. Et même d'aller greffer d'autres informations, y compris issues de l'écoute sur les réseaux sociaux, sur les questions qui sont posées. Moi, j'adore aller voir toutes les réponses qui sont apportées par Google sur les questions posées. C'est ce qu'on appelle les People Also Ask. Vous avez directement dans Google des questions et des réponses. J'adore toutes les extraire pour voir sur un mot-clé quelles sont toutes les questions qui sont posées. Donc ça, c'est facile. Moi, je tape « Quoi
plus mon mot-clé, comment plus mon mot-clé dans Google, et je vois s'il y a des résultats People also ask, donc des questions qui auraient été posées sur cette requête-là. Ça me donne beaucoup d'indications sur l'intention qu'il y a derrière ce mot-clé-là. Donc on va aller voir les intentions de recherche, on va voir également ce que ces concurrents font. On ne peut pas mettre de côté la concurrence, ça peut être enrichissant, dire je ne vais pas faire comme mes concurrents, je vais trouver un moyen de me différencier. La diversification également. Tous les contenus se valent. Une vidéo, une image, ce sont des contenus que l'on peut optimiser. Toujours sur le même principe du critère title, description. Avoir un bon titre de vidéo, une description de sa vidéo, le nom du fichier de sa vidéo, pareil pour une image. Ce contenu doit être utile, utilisable, unique. Google fait la course au spam. Il n'y a rien de pire que de tomber sur un contenu qui n'est pas facile à lire, qui ne veut rien dire. On est tous égaux finalement par rapport à cela. Donc moi, je donne comme conseil de d'abord s'intéresser à l'être humain, à celui qui va lire ce contenu. Google étant le moyen et d'exploiter au maximum les critères que Google nous propose. Et donc en l'occurrence sur le contenu, il y a la possibilité, ça vient de tomber d'ailleurs là aujourd'hui à l'heure où je vous parle, la possibilité de soumettre une URL et de voir si la qualité de mon contenu est bonne. Vous avez aussi un certain nombre de balisages, vous avez la possibilité d'organiser ce contenu, de le mettre dans des sitemaps et puis bien évidemment de rattacher cette dimension éditoriale de la stratégie de content marketing de l'entreprise. Je partage avec vous aussi certains outils. Pareil, je n'ai pas de part dans ces outils-là, mais c'est des outils qui vont vous aider à trouver quels sont les contenus qui ont bien marché sur Internet, les mots-clés que je peux exploiter, les mots-clés que je peux utiliser dans le cadre de ma rédaction et aussi surtout comprendre ce que les internautes recherchent. Nous sommes au 4e critère sur les 9 en fait, que tu vas nous présenter. Donc le contenu. Là, ce que je trouve intéressant, c'est un peu comme si on devait parler à quelqu'un, en fait, avant de parler de soi. C'est parle-moi de toi. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est une démarche vraiment centrée sur les usages, les intentions. Et là, à ceux qui nous écoutent, on a un vrai levier de bon ROI, de bon investissement du temps, c'est-à-dire avant même de prendre sa plume et d'écrire et de parler de soi, de ses produits, c'est vraiment s'intéresser à comment fonctionnent les internautes, les utilisateurs. Exactement. C'est limite, parfois, j'apprête ça une démarche sociologique, quoi. C'est cette empathie, cette capacité à se mettre derrière, à la place de l'utilisateur et se demander comment est-ce qu'il rechercherait. Et ça, c'est hyper intéressant comme travail à faire. Et on peut aller plus loin. Donc, quand on conçoit ces personas, on va même se poser la question de quel mot-clé est après. Et c'est d'interroger nos clients aussi sur comment est-ce qu'ils nous ont trouvés et qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant pour nous. C'est vraiment de s'oublier, c'est vraiment d'avoir la certitude de ses doutes et de dire je ne connais ni mes clients, je ne connais pas mes internautes et je vais faire connaissance avec eux. On aura plus de chance et je pense que vous aurez plus de chance d'en savoir sur vos internautes que d'en savoir sur Google, qui lui change tout le temps. Alors, mon critère numéro 5. Alors, je précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les bars vont bientôt réouvrir, on pourra en profiter. C'est le maillage interne. Le maillage interne est extrêmement important. Pourquoi ? Alors, quand je parle de maillage interne, je vais mettre de côté les liens footers et les liens du header, donc les liens de navigation. Je parle véritablement de la relation d'une page à une autre et des liens que je vais créer d'une page à une autre. Google est très attentif à ces liens qui sont faits à l'intérieur du site. On parle même de popularité interne. C'est le lien qui est réalisé d'une page à une autre. Ce lien va se faire sous une encre, si possible optimisée, c'est-à-dire qui contienne une expression, un mot-clé. Vous avez des encres comme cliquez ici, en savoir plus. Ça vous amène vers une page. C'est un lien qui se fait vers une autre page. Quand j'écris en savoir plus ou cliquez ici, effectivement, le mot-clé, c'est cliquez ici, en savoir plus. Ça ne me dit pas ce que je vais trouver sur la page d'atterrissage derrière ce lien. Donc, idéalement, quand on met des mots-clés sous ces liens-là, j'informe déjà l'utilisateur
que je vais aborder, ce contenu va aborder le mot-clé que j'ai surligné, sur lequel j'ai fait un lien. Et pour le moteur de recherche, c'est donner un contexte, un contexte entre une page et une autre, et c'est hyper intéressant. Donc il faut bien choisir les liens vers lesquels je vais faire les pages vers lesquelles je vais faire mes liens, c'est-à-dire que la simulation du crawl peut parfois vous montrer que certaines pages ont reçu énormément de liens et ce n'est pas les pages les plus pertinentes. Souvent, sur un site internet, les pages FAQ sont les plus liées. Donc, c'est celles qui vont ressortir le plus. Et là, on doit, en tant que spécialiste du référencement, contrôler cette indexation et se dire, si cette page, elle remonte en priorité alors que ce n'est pas la meilleure, je vais devoir travailler ce maillage pour faire en sorte que ce soit les bonnes pages qui ressortent. Et puis, ça permet de donner du sens également. Donc, si je comprends bien sur ce critère, le maillage interne, finalement, pas trop de liens, c'est pas la peine d'en mettre trop, mais en même temps, d'avoir une proportion qui permette de faire ressortir les pages clés versus une FAQ, par exemple, qui est très maillée. Tout à fait. C'est vraiment de se mettre, encore une fois, dans l'expérience de l'utilisateur. Si vous êtes en train de lire un contenu et qu'il y a 10 liens par paragraphe, c'est extrêmement perturbant. Parce que, en tant qu'utilisateur, oui, on va cliquer, on a plutôt le clic impulsif en réalité quand on est sur un site internet. Très bien. Alors, 6e critère. Mon critère numéro 6, balance la slide. Heureusement, j'ai un réalisateur de folie. Le critère technique, il y a plein de choses dans les critères techniques, je l'ai abordé un petit peu en préambule, mais là c'est vraiment la gestion des erreurs, la gestion des erreurs. Ça nous énerve. Même nous en tant qu'utilisateurs, d'arriver sur des erreurs 404, c'est pas toujours rassurant. Et puis en plus, votre contenu, à partir du moment où il a été sur Internet, il est quasiment éternel. Voilà. Donc si je ne le supprime pas, il est toujours présent. Donc, comme un site internet, c'est une matière vivante, il se passe toujours des choses d'un mois à l'autre. Parce que souvent, on dit, mais en fait, c'est jamais terminé le référencement naturel. Non, c'est jamais terminé, en fait, parce que votre site, lui, on ne le désactive pas à la fin de la journée pour le réactiver le lendemain. Donc, forcément, c'est une matière vivante, et bien, le référencement va suivre l'évolution de vie du site internet. Donc, il y a aussi la duplication. Alors, il y a un mythe sur la duplication de contenu. C'est quand, effectivement, j'ai des contenus qui sont trop similaires. C'est pas forcément pénalisé par Google s'il y a une cohérence à ce qu'il y a une duplication parce que mon site propose différents produits avec des couleurs différentes. Donc, il est très intelligent, le moteur de recherche. La duplication de contenu a été pénalisée dans le cas où je décide de prendre le même site et de le dupliquer sur 50 domaines ou de prendre le même contenu et de le dupliquer sur d'autres sites. Donc, il faut quand même être aussi vigilant sur les autres sites qui viendraient piller votre contenu. C'est important aussi de faire en sorte que si une société décide de parler de votre entreprise ou de s'inspirer de vos contenus, que vous leur proposiez du contenu unique. Donc la duplication, les bonnes redirections aussi, il peut y avoir des problématiques de redirection en fonction du code de redirection, 302, 301, 503, 504. C'est autant d'informations en fait qui guident le moteur de recherche, mais sur lesquelles on n'a pas eu de maîtrise. Donc il faut les corriger. Mon critère numéro 7, c'est là où je vous emmène au 7e ciel. Juste un point, donc ce critère sur la technique, finalement ta reco, c'est, si je comprends, c'est d'anticiper les risques. Oui, anticiper les risques. Après, on ne peut pas tout anticiper. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir les bons outils qui nous permettent de surveiller effectivement, ce qui se passe sur son site internet. Donc les crawlers. De surveiller régulièrement. Tous les mois, d'aller comparer ce qui a été indexé dans Google, dans la Search Console, avec ce que je simule du crawler, de mon analyse de log, et vraiment de croiser cette data-là. C'est pour ça qu'on dit que le référencement devient, d'une certaine manière, une science, parce qu'on a accès à des datas qui sont très intéressantes. Merci. Et là, c'est mon 7. Et là, je vous emmène au 7e ciel. J'ai ramené des paillettes aujourd'hui, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la popularité. Comment je génère des liens qui pointent vers mon site internet. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat black hat, white hat. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs dans le domaine du SEO qui ont créé des super outils qui vous permettent de générer des liens de qualité. Parce que c'est un critère algorithmique et on ne va pas se voiler la face. Générer des liens, quand on n'a pas de notoriété, se faire connaître, c'est quand même extrêmement important. Quand on a peu de moyens, c'est également important de pouvoir profiter de ces outils. Encore une fois, je n'ai pas de part dans ces entreprises. C'est des entrepreneurs
pour lesquels j'affectionne beaucoup d'amitié et qui proposent de véritables services qui permettent de générer des liens vers votre site internet. Des liens contextualisés, des liens qui aussi ont été créés avec du contenu sur des sites de qualité, et c'est des liens en do-follow. C'est les liens qui sont pris en compte dans l'algorithme de Google. Les liens qui proviennent de Facebook, les liens qui proviennent de Twitter, les liens qui proviennent de certains sites qui sont en no-follow ne sont pas des liens sont des liens qui sont suivis par Google, bien évidemment, il va les suivre, c'est un robot, mais qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la popularité. Donc, il y a aujourd'hui des annuaires qui permettent de référencer son site pour obtenir des liens. Il y a la possibilité de créer des partenariats. Il y a des techniques de guest blogging. Il y a ce qu'on appelle les PBN, les réseaux de sites. L'idée, c'est de générer des liens de qualité qui pointent vers son site internet. Et c'est pour ça qu'on parle de popularité, puisque Google, c'est très clair et c'est très simple pour lui. Si 2 pages sont optimisées de la même manière, le contenu est propre, les sites respectent tous les critères techniques, eh bien, Google, pour pouvoir afficher un résultat plutôt qu'un autre, va devoir choisir une page, et il va la choisir en fonction des liens qui pointent vers elle. Donc, la popularité, ce qu'on appelle le netlinking, n'est ni plus ni moins ce qu'on appelle l'engagement sur les réseaux sociaux. Comment j'arrive à engager mes utilisateurs à l'extérieur de mon site pour qu'ils viennent sur mon site internet. Sur la popularité, c'est plus que d'avoir du contenu, c'est d'avoir du contenu partageable, du contenu extrêmement pertinent, associé aux relations publiques finalement pour créer cette popularité. Exactement, c'est pour ça que je viendrai sur la dimension du content marketing, et c'est ma slide suivante, c'est-à-dire que là je génère des liens et c'est important, il nous faut des liens, mais je peux également mettre en place une stratégie de content marketing dont l'objectif va être de m'adresser à mon audience pour qu'elle puisse être engagée, s'engager auprès de moi, parler de moi, faire des liens vers moi. Donc c'est un ensemble de méthodes qui permettent de faire parler d'une marque, de faire parler d'une entreprise. Et cette entreprise-là, qui met en place ces stratégies-là, ne parle pas d'elle. C'est ça qui est intéressant. Donc on va s'adresser à une communauté d'utilisateurs, on va s'adresser à notre audience, c'est l'audience first qui prime. Alors quand on dit content marketing, en France on parle aussi de brand content, mais qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve effectivement ces notions de calendrier éditorial, de storytelling, de stratégie de contenu, de format de contenu, de réseau où je vais diffuser mon contenu, d'idées waouh. Ce qui m'a étonné dernièrement, c'est qu'on n'entend plus parler de buzz. Avant on parlait de buzz tout le temps, ils ont fait le buzz. Et en réalité, aujourd'hui, faire le buzz, c'est ni plus ni moins qu'avoir réussi à engager son audience sur un contenu. Que ce soit de la vidéo, que ce soit une vidéo qu'on a partagée sur les réseaux sociaux ou autre, c'est vraiment d'engager sa communauté, de générer de la visibilité. Et si on fait un lien avec le moteur de recherche et avec le SEO, c'est parce qu'on peut aussi intégrer la façon dont les internautes recherchent, identifier des niches qui n'auraient pas été identifiables parce qu'on ne s'est pas intéressé à ce que les gens recherchent, identifier des niches sur lesquelles une entreprise va pouvoir apporter une réponse. On est vraiment là d'apporter une réponse. Donc dans le domaine du B2B, on va retrouver des livres blancs, on va retrouver un certain nombre d'études. C'est du contenu qui est gratuit, qui pourtant nécessite un investissement pour la marque, mais dont le retour est assez intéressant puisque ça permet de générer des liens, ça permet de générer de l'autorité, de la notoriété aussi et de créer sa notoriété. Donc, il y a des dossiers complets. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des méthodes qui permettent de générer du trafic, de s'adresser à son audience pour générer de l'engagement. Mon numéro 9. 9e et dernier critère. Qui n'est pas véritablement un critère. Là, c'est pour rebondir sur l'idée que dans le content marketing, ce qu'on va faire, c'est vraiment s'intéresser à sa communauté. On n'en parle pas assez. On n'est pas dans le conceptuel, on n'est pas dans l'idée, on est au-delà de ça. On est dans que recherche mon audience, qu'attend mon audience. Elle n'exprime pas forcément
cette attente, mais elle est forcément en train de peut-être regarder des vidéos sur YouTube, elle est sur les réseaux sociaux, elle échange sur Twitter, donc sa veille, faire de la veille, sa e-réputation, savoir ce que les gens recherchent est extrêmement important. Récupérer les questions qui sont posées dans son call center, c'est hyper important. Toute cette remontée d'informations, elle est essentielle dans une stratégie de content marketing pour connaître son audience et savoir, moi, en tant qu'entreprise, quelle réponse je peux apporter. Je ne vais pas dire que mon produit, c'est le meilleur, je ne vais pas dire que je suis leader sur mon marché. La preuve est faite. Là, je vais plutôt m'oublier en tant que marque pour pouvoir répondre à cette audience-là. Et Ranch Fishkin, que j'adore, qui a commencé dans le référencement naturel en 2007, il y avait déjà beaucoup d'acteurs, il est arrivé avec un seul format, une seule réponse, il a partagé son savoir-faire sur le référencement naturel en donnant rendez-vous à ses internautes uniquement sur YouTube tous les vendredis avec un tableau blanc. Il partageait son expérience, il partageait son apprentissage du référencement naturel et il a contribué comme ça à vulgariser cette expertise. Il a généré une audience de malades, il a créé une entreprise qu'il a revendue, c'est Moz, et c'est comme ça qu'il a réussi à effectivement créer une entreprise qui a généré des millions de dollars en partant sur la base du postulat de qui sont ces personnes qui ne connaissent pas encore le SEO, qui ne comprennent pas le SEO, et comment moi, je peux les aider, et sous quel format. Donc, l'audience first est essentiel. Et parfois, investir sur son contenu, à partir du moment où on a la certitude qu'il va répondre à une attente, eh bien là, je n'ai pas besoin d'aller effectivement promouvoir ce contenu. C'est là où on parle effectivement de buzz, tout le monde en parle. Merci beaucoup Lydia de nous livrer ces premiers ingrédients de ta potion magique. Donc peut-être les résumer rapidement. Tu nous as parlé des balises title, de l'architecture du site, de la structuration du contenu en tant que tel, mais aussi du maillage interne, de l'approche technique, éviter les erreurs 404, etc. La popularité avec les liens externes. Et puis vraiment le conseil de miser sur le content marketing et plus que là d'aller chercher les audiences, de commencer par les audiences et de développer ces audiences. Tout à fait. Alors, si on se focalise sur ces 9 critères, ça y est, on optimise vraiment son référencement. On est prêt? J'ai envie de dire oui, bien sûr. Ça prend du temps. Il faut être lucide aussi. Ça peut prendre du temps. C'est un investissement et ça peut prendre du temps. Mais la conversion est extrêmement forte et on a la maîtrise aussi de l'ensemble de ces sujets-là à partir du moment où on dédie du temps à ces sujets-là. Et qu'il existe aujourd'hui, c'est une tactique, le SEO c'est un levier, donc rajouter le content marketing, c'est encore plus se rapprocher du marketing de l'entreprise. C'est véritablement aller aussi sur l'influence marketing. Donc c'est vraiment de créer cet écosystème où le fait d'apporter ce vernis SEO contribue à créer un écho encore plus fort. Est-ce que tu peux nous partager quelques exemples? Je sais pas, je vais réfléchir. Allez, ok, vous êtes sympa. Alors, slide suivante, j'ai envie de vous parler un peu de la vidéo parce que on parle de la vidéo tout le temps, sur tous les réseaux sociaux. C'est le format qui cartonne et c'est pas étonnant. Notre attention, elle est réduite sur le web. On lit quasiment pas, c'est très fragmenté aussi, donc capter une attention, c'est hyper compliqué. Moi, je serais incapable de vous dire l'article que j'ai lu il y a 3 jours. J'imagine qu'il était hyper intéressant, mais il faudrait que je recherche dans mon esprit de quoi parler cet article. Il faut vraiment qu'il ait eu un impact très fort chez moi. En revanche, j'arrive beaucoup plus à me rappeler d'une vidéo parce qu'elle va créer une émotion chez moi. Donc le format vidéo est assez intéressant et beaucoup utilisé aussi en content marketing. Et aujourd'hui, on est chez Storystellar. Donc la preuve en est, c'est que c'est un format qui plaît. C'est un format qui permet d'apporter des réponses aussi très concrètes aux utilisateurs, si c'est bien fait, si ça répond aussi à une demande, à une intention et si ça s'adresse à la bonne cible. Donc la vidéo, on dit qu'une image c'est 1000 mots, une vidéo c'est 300 000 mots. Donc parfois, se dire je vais faire un contenu avec 300 000 mots, une vidéo pourrait suffire. Sachant qu'en plus, en optimisant sa vidéo, on peut être présent sur les moteurs de recherche. Alors ma slide suivante, j'aimerais partager avec vous des exemples de content marketing que je trouve super. C'est Barilla. Barilla qui a créé sur Spotify une playlist sur... alors j'en dis pas plus, je vais pas spoiler, je vais plutôt d'abord un petit peu expliquer ce qu'il en est. La cuisson des pâtes, c'est jamais évident.
Il y a beau avoir écrit sur le packaging que ça doit durer 3 minutes pour avoir des pâtes al dente. Force est de constater, ça m'est déjà arrivé, que ça arrive à beaucoup de monde de se planter dans sa cuisson des pâtes. Et là, on est dans la connaissance de son audience, de ses clients, de se dire, tiens, nos clients là, qu'est-ce qui est important pour eux? Ils adorent nos produits, ils les consomment, mais comment est-ce qu'on peut les aider? C'est quoi leur problématique aujourd'hui? La cuisson des pâtes. Bon, on a déjà tout un ensemble de contenus sur la cuisson des pâtes. On a revu nos packaging dernièrement, on a mis en gros ce que c'était. On a créé des partenariats avec des blogueurs dans le domaine culinaire qui font des recettes pour nous, qui nous montrent comment cuire nos pâtes. Mais comment est-ce qu'on peut répondre à tous ceux, d'une manière assez ludique, à tous ceux qui n'arrivent pas encore à cuire leurs pâtes ou qui adoreraient qu'on leur donne notre recette magique. Donc, ils ont créé une playlist sur Spotify avec, pour chaque musique, la durée de la musique, c'est la durée du temps de cuisson des pâtes. Et donc là, l'expérience utilisateur, elle est géniale, puisque l'expérience client est géniale également, puisque pendant que je vais cuire mes pâtes, effectivement, je peux écouter la musique, et je vais écouter une musique dont la durée est égale à la durée de cuisson de mes pâtes. Et là, je trouve cet exemple génial parce qu'on s'est véritablement intéressé à ses clients, à son audience, dans le contexte d'usage ou d'utilisabilité du produit, en l'occurrence. Un autre exemple, c'était KFC qui avait fait pareil avec les Bucket Burgers. C'est donc des playlists de chanteurs de rap qui évoquaient justement dans leurs chansons le fameux panier de KFC. Slide suivante. Un autre exemple de stratégie de content marketing, c'est le domaine de Mirabeau. C'est un Anglais qui s'est expatrié en France dans un domaine, croyez-moi, sur le web, la vente en ligne d'alcool est extrêmement compliquée. Donc là, c'est le domaine du vin. Il a pris un domaine et il s'est expatrié, donc c'est un Anglais. Et il a vu que sur Internet, c'était quand même assez saturé, qu'il y avait des très très grandes maisons qui étaient présentes, que c'est pas évident. Et il a décidé de se mettre en scène sur un seul réseau, YouTube. YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc il a créé des séries de vidéos, il adorait se mettre en valeur, il adorait faire de la vidéo, il adorait ça. Donc c'est quand même important de se dire qu'il faut être à l'aise avec les supports que l'on utilise. Donc il a commencé à créer sa chaîne YouTube pour partager avec son audience, donc les amateurs de vin, mais aussi les personnes au niveau local, mais aussi ses compatriotes restés en Angleterre. Il a partagé sa vie d'expatrié en France, son domaine, puis il a commencé à parler de sa famille, puis il a commencé à parler avec passion de ce qu'il faisait, au-delà de parler du cépage, de la maison, de vraiment rentrer dans l'univers de ceux qui consomment du vin et de voir justement comment il le consommait, où est-ce qu'il le consommait. Et il a, au bout d'un certain temps, créé sa communauté. Et il a une vidéo qui va exploser, qui va faire plus de 12 millions de vues. Et je suis certaine que cette vidéo, vous l'avez déjà vue passer il n'y a pas très longtemps. Pourtant, à l'origine, elle date de 2012. C'est une vidéo où il montre comment ouvrir une bouteille de vin sans tire-bouchon. Cette vidéo, elle a été extrêmement virale. Pas parce que c'est sympa de voir quelqu'un faire ça, parce qu'en fait, ça répond à un vrai besoin. C'est effectivement, si je vais à un pique-nique, j'ai ma bouteille de vin, j'ai oublié mon tire-bouchon. C'est une vraie problématique. Eh bien, si on a un spécialiste dont c'est le métier de produire du vin qui nous dit « moi, j'ai ta réponse », forcément, ça touche son audience. Donc là, on est sur de la viralité, mais pas parce qu'il y a un effet « waouh », pas parce que c'est spectaculaire, parce que ça répond à une vraie problématique et à un vrai besoin. Donc j'adore donner cet exemple parce que vraiment sa chaîne YouTube, elle est hyper qualitative et surtout, il est arrivé dans un domaine qui était hyper compétitif sur le web. Donc il y a encore des possibilités d'être présent sur Internet, d'identifier sa communauté, la niche dans la niche, la niche dans la communauté et d'apporter des réponses concrètes. Slide suivante. La mise en musique. Quand on met en place une stratégie de content marketing, donc il y a des techniques, il y a l'influence marketing, il y a le storytelling, et puis il y a ses personas, donc son audience. Donc mettre en place une grille dynamique, une matrice, c'est dire, Claire, c'est mon persona, elle est acheteuse compulsive, elle adore avoir de l'information produit. Slide suivante, donc je vais imaginer pour Claire spécialement quel type de réponse je vais apporter à ces interrogations, sous quel format.
slide suivante, et où est-ce que je vais le placer. Donc, à qui je m'adresse, qu'est-ce que j'apporte comme réponse, et où est-ce que je le diffuse. Donc ça, c'est un exemple sur clair. Et il se peut que pour certaines entreprises, un seul type de format, un seul réseau et un seul axe. Un autre exemple avec Philippe, slide suivante. Philippe, lui, il se pose beaucoup de questions. Alors, on est dans l'environnement FAQ. Il est sur Internet, on voit bien que notre produit suscite beaucoup d'interrogations sur son usage, voire parfois des questions auxquelles on n'avait même pas, nous, imaginé. Donc lui, Philippe, slide suivante, je vais lui proposer plutôt des réponses sous format vidéo très courtes. Pourquoi ? Parce que Philippe, il est essentiellement sur YouTube, sur Facebook, et c'est un format que je trouve pertinent parce que mes concurrents n'y sont pas. Et parce que j'ai conscience que ça peut être plus intéressant pour mon audience, pour tous mes Philippe, d'avoir cette information-là sous forme vidéo pour pouvoir la partager et pour pouvoir faire en sorte que moi, en tant qu'entreprise, j'apparais comme l'expert de mon secteur. Les influenceurs ont très bien compris ça. Ils ont d'abord créé une communauté et ensuite ils ont commencé à vendre ce qui était important pour eux, que ce soit leur gamme de cosmétiques, que ce soit autre chose. Mais ils ont d'abord fédéré une communauté. Et je sais que ce n'est pas évident pour une entreprise de fédérer sa communauté. Parce qu'on ne fait pas forcément confiance à l'entreprise quand elle va nous parler d'elle. Mais par contre, on va commencer à lui faire confiance si on a l'absolue garantie qu'elle va répondre à notre attente et qu'elle a su y répondre avec le bon format et au bon endroit. Donc maintenant, en résumé peut-être, quelle méthode suivre pour s'y mettre ? On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Alors, slide suivante, Voilà. la méthode, ce serait laquelle ? D'abord, un rappel rapide sur les 3 grandes étapes qu'il faudrait suivre sur le domaine du SEO. C'est toujours planifié, ça se planifie, c'est une stratégie, on la planifie. Donc on planifie, on analyse la demande en ligne, les intentions, on réalise un audit technique, on est dans la planification, dans la préparation. Ensuite, il y a l'optimisation, donc la création et l'optimisation. Donc j'optimise mes contenus, je crée des contenus, je les optimise. Je suis dans ma stratégie également de content marketing, donc pour quel type d'audience je vais créer ces contenus-là. Et enfin, je vais entretenir, diffuser. Donc je vais au départ préparer la stratégie, ensuite optimiser, créer, ensuite entretenir, diffuser. Ça, c'est les 3 grandes étapes qu'il faut mettre en place pour gérer, je dirais, sa stratégie de référencement naturel et de content marketing. Merci beaucoup Lydia. On a déjà une question qui revient souvent. Tu en as déjà parlé, mais cette question qui revient dans le live, c'est au sujet des vidéos. Finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à vraiment investir beaucoup dans les vidéos, à faire des chaînes YouTube, ou comment en fait ça s'associe avec le SEO ? Alors, juste déjà pour préciser que la vidéo, c'est un format. Donc, c'est la question qu'on se pose, c'est pas la vidéo, c'est quel format je choisis pour répondre à mon audience. Donc, effectivement, si la vidéo apparaît comme étant le bon format, je vais pouvoir optimiser cette vidéo. Alors, ça peut être des vidéos sur YouTube, donc je décide véritablement d'avoir une présence sur YouTube ou d'avoir une présence sur Twitch, c'est-à-dire là où il y a de la vidéo que je vais aussi partager sur mes autres réseaux. Et je vais l'optimiser comme j'optimise un contenu, c'est-à-dire qu'elle doit apporter une information de qualité, une information unique, une information pertinente. Là, on est dans le visuel avec la vidéo, on le voit aujourd'hui dans ce super webinaire. Une qualité aussi qui est extrêmement importante pour que l'internaute puisse s'en rappeler, rentrer dans de la mémorisation. Donc on va optimiser le title, la description. Sur YouTube, on a la possibilité aussi d'ajouter des tags entre 5 et 10. On a une URL qui va se créer, on va devoir partager cette vidéo, créer des liens vers elle et surtout faire en sorte que non seulement elle rank dans Google, dans YouTube, mais aussi qu'elle puisse être affichée dans les résultats naturels grâce à la recherche universelle. C'est-à-dire que Google, en fonction d'une requête, va mixer ses résultats et va mettre des vidéos directement dans sa page de résultats. C'est la raison pour laquelle parfois on peut se positionner sur des mots-clés ou des demandes très compétitives avec une seule vidéo, parce que cette vidéo aura généré de l'engagement. Donc c'est en ça où la vidéo elle est intéressante aujourd'hui, c'est qu'elle a déjà un moteur de recherche qui lui est dédié, YouTube, et elle est facilement partageable, mémorisable, et elle peut générer de l'engagement et faire parler d'une entreprise pour générer des liens également.
Merci beaucoup, Lydia. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point? Oui, je vais balancer déjà la slide suivante. Et le dernier point que j'aimerais rajouter, c'est que je lance avec ma partenaire Karine Abou, qui est aux États-Unis, une formation sur le content marketing en ligne. Donc moi, c'est le grand message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas les compétences techniques dans le domaine du SEO, vous pouvez néanmoins vous former au content marketing. Rendez-vous en ligne sur le site, c'est une formation qui vous propose toutes les méthodes de content marketing américain. Et c'est important parce que c'est un métier qui a été inventé par les Américains. Donc je suis très fière de pouvoir aujourd'hui, avec la Content Marketing Academy, vous proposer en exclusivité durant 7 jours cette formation accessible en ligne à un prix totalement dérisoire. J'avais envie de le proposer à la communauté LinkedIn avant de la proposer à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à souscrire aussi à notre newsletter sur la Content Marketing Academy pour être nourri comme ça d'exemples qui cartonnent aux États-Unis et qui pourraient aussi cartonner en France. Merci beaucoup, merci de cette offre. Merci à vous, merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à poser des questions, on va y répondre. Je sais qu'il va y en avoir beaucoup. Voilà, on va prendre vos questions. N'hésitez pas à commencer ou continuer à en rédiger. Et puis pour finir, il y a quand même une surprise qu'on doit vous dévoiler. Et en attendant de traiter ces questions, c'est que nous sommes donc chez Story Stellar qui a annoncé une surprise. Et la surprise qui sera offerte à un gagnant tiré au sort parmi vous, ce sera donc un motion design, voilà, pour capter l'attention, quelque chose de grande qualité qui va pouvoir vous permettre de tester l'association entre vidéo et SEO. Le gagnant sera contacté très prochainement. Merci à tous vraiment de votre attention et on va prendre une première question. Alors, on va prendre une première question qui concerne le replay. Et oui, effectivement, vous qui avez participé, qui êtes inscrit à ce webinaire, nous allons vous envoyer le replay. Pouvez-vous simplement nous adresser un email à l'adresse suivante, info@storystellar avec 2 L.com. On va vous le mettre dans le chat. J'en profite aussi pour vous dire que nous allons remettre le lien pour s'inscrire à la formation que propose Lydia, qui donc a une durée de validité de 7 jours à ce tarif préférentiel au sein de la Content Marketing Academy. Voilà. Antoine, est-ce que tu peux nous partager d'autres questions qui sont venues? Oui. Première question de Marie-Claire. Est-ce que les articles écrits sur LinkedIn sont en do-follow ou en no-follow comme sur Twitter et Facebook? D'accord. Est-ce que les articles donc sur LinkedIn sont en do-follow ou no-follow Question de Marie-Claire. Donc sur LinkedIn. C'est question de Marie-Claire. Marie-Claire, écoutez, c'est du no-follow, puisque sinon toute la communauté SEO serait en train d'écrire des articles, serait un réseau social complètement spammy. Donc tout ce qui vient des réseaux sociaux sont des liens en no-follow. Bien. Deuxième question de Marie-Claire toujours. Comment bien optimiser le référencement d'une vidéo? Alors oui, merci Marie-Claire pour cette question. On a beaucoup parlé de vidéos. Donc comment on optimise le référencement d'une vidéo en SEO? Eh bien, j'en ai un petit peu parlé au cours de ce live. Effectivement, le titre de la vidéo, le nom du fichier, le transcript de la vidéo. Si on met cette vidéo sur son site internet, donc pas sur YouTube, mais sur son site internet, c'est le contexte éditorial, donc le contenu autour de la vidéo. C'est sur YouTube, notamment la description et le titre qui va être très important, les liens aussi dans la description. Idéalement 2-3 liens dans la description, les tags, donc YouTube vous avez la possibilité de mettre des tags, c'est très important, je recommande d'en mettre entre 5 et 10. Il y a également le transcript qui est très important, donc voilà, je crois que ça c'est les essentiels pour bien référencer ces vidéos. Troisième question de Marie-Claire toujours, dans l'architecture d'un site, combien de niveaux d'Arbo Max est conseillé? Combien de niveaux d'Arbo Max est conseillé dans l'architecture? Une autre question de Marie-Claire. Combien de niveaux d'arborescence maximum est conseillé dans un site? Alors, c'est pas une question... Enfin, on ne peut pas dire une limite. Disons que dans les contenus les plus importants doivent être dans les
3, 4 premiers niveaux. Aujourd'hui, on peut avoir alors si on n'a que 3 niveaux, idéalement, hein, c'est le top, mais c'est très difficile. Mais les 3 premiers niveaux sont très importants. Après, si on en a 4, 5, 6, 7, 8, disons que ce qui est le plus important, l'information la plus importante doit être dans les 3, 4 premiers niveaux. Je dirais même le deuxième niveau, c'est le plus important. C'est en général là où on retrouve les catégories. En général, sur les pages catégories, il n'y a pas de contenu parce que c'est des pages catégories. Donc justement, le troisième niveau va être déterminant parce qu'on doit trouver l'information à ce moment-là. Et c'est le maillage interne qui va permettre d'apporter de la pertinence au niveau supérieur. Donc si on a des pages qui sont très loin dans l'arborescence, et bien effectivement de faire du maillage interne vers ces pages-là et vice-versa. Avons-nous une autre question, Antoine? Quatrième question de Sofiane. Peut-il aborder sa stratégie SEO B2B de la même façon que le B2C? Oui, une question très intéressante. Merci, Sofiane. Faut-il aborder la stratégie SEO de la même manière en B2B ou en B2C? Alors sur la partie technique, on est sur les mêmes critères. Après, ça va être plutôt sur l'environnement éditorial. En B2B, sur le référencement naturel, on a d'extraordinaires opportunités parce qu'on peut mettre en place des mécaniques de téléchargement de livres blancs, de produire des études, de produire du contenu. Donc c'est sur la sémantique que la stratégie va être différente. Alors que sur le B2C, si on est sur le e-commerce, bah bien évidemment, on n'a pas les mêmes intentions d'achat d'un produit dans le domaine du B2C que dans le service, par exemple, où on va avoir des sociétés qui sont dans le domaine du SaaS, par exemple, qui proposent de la démo. Là, on est vraiment sur des stratégies très inbound marketing. Et donc, la partie éditoriale, sémantique, effectivement, l'approche est différente au niveau justement de la diversité des contenus aussi qu'on va proposer, qui peut être moindre. Si on fait de la formation en ligne, à moins de faire une vidéo sur une personne qui vend de la formation, c'est pas beaucoup d'appétence sur ce type de contenu-là. Et puis, comme tu l'as rappelé, bien définir son persona est déterminant, est vraiment déterminant en SEO. Et donc là, c'est le cas aussi. C'est-à-dire B2B ou B2C, il y a un travail très fin pour qualifier, connaître les intentions de ses cibles. Exactement. C'est-à-dire que si on considère les personas qui sont plus qu'une slide dans une présentation stratégique, le professionnel n'a peut-être pas les mêmes habitudes d'usage de l'Internet, enfin en tout cas les réseaux qu'il va utiliser vont pas être les mêmes que dans l'environnement B2C, quoi. Donc LinkedIn, c'est un super réseau pour cela, Twitter également. Après, on peut être étonné sur certains autres réseaux, mais sur la dimension du contenu et de l'approche en termes de SEO, on va vraiment s'intéresser à cette audience professionnelle qui consulte une certaine type de presse, certains annuaires, enfin plutôt certains sites spécialisés, donc c'est différent. Donc il y a des approches à avoir à ce niveau-là. Très bien. Avons-nous une autre question, Antoine? Question de Emmanuel. Quel CMS conseillez-vous et quels outils peut-on utiliser pour tester en amont ces templates qui seraient les plus optimisés SEO? Où doit-on avoir une stratégie SEO, ne pas utiliser de CMS? Alors là, je comprends la question. Bonjour Emmanuel. Quel CMS conseillez-vous et quels outils peut-on utiliser pour tester en amont ces templates qui seraient les plus optimisés SEO? Voilà, donc une question sur le CMS. Voilà, Lydia, tu as entendu la question, mais quel type de CMS pour optimiser le SEO? Qu'est-ce que tu recommandes à ce niveau? Oui, ça dépend effectivement du site qu'on a envie de mettre en place, mais les CMS qui sont intéressants et qui permettent beaucoup de flexibilité, bien sûr, c'est WordPress. On a des PrestaShop également. Donc dans les CMS, on a les SaaS et puis ce qu'on appelle plutôt no-code, où on est plus restreint dans la personnalisation. Donc moi, je dirais WordPress, PrestaShop sont des CMS quand même qui sont relativement bien conçus. Je sais que beaucoup de gens utilisent aussi Shopify pour le e-commerce. Là aussi, ça nécessite une particularité technique au niveau de l'optimisation parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, une préférence pour l'open source quand même, parce qu'il y a une liberté d'optimisation, de personnalisation. Après, est-ce qu'on peut tester? C'est assez compliqué. Là, on rentre dans le domaine de l'UX, donc il y a des outils pour tester. Mais sur le SEO, c'est pas évident, avant de mettre son site en ligne, de pouvoir tester son indexation. Donc, on a effectivement la possibilité de crawler, on a la possibilité de pouvoir tester dans un environnement fermé, mais rarement de lancer un site comme ça qui ne soit pas terminé. Donc, on a
les études utilisateurs, enfin faire tester l'UX et puis valider avec un professionnel du référencement naturel que c'est conforme. Moi, je milite aussi pour ma paroisse. C'est la raison pour laquelle les experts en référencement existent. C'est pas parce que vous avez la recette du pain tous les matins que vous allez faire votre baguette. Vous aimez bien la pâte du boulanger parce que vous faites appel à son expérience. Ben là, c'est pareil. Dernière question. Philippe, avez-vous un avis sur l'influence de l'utilisation des technologies JavaScript qui sont très populaires, telles que React ou Angular sur le SEO? Donc, avez-vous un avis sur l'influence de ces technologies? Alors, on a une question de Philippe sur l'influence des technologies JavaScript. React ou Angular sur le SEO? Oui, il y a une très forte influence de ces technologies-là. Ouais. Ça nécessite effectivement une approche assez particulière. On ne pourra pas en SEO faire que de l'HTML. Donc, bien évidemment que le moteur de recherche a tendance à évoluer fortement sur ce genre de technologie. Donc moi, mon avis, c'est qu'il faut l'appréhender et l'optimiser au mieux, l'utiliser au moins, enfin, en tout cas être assez, comment dirais-je, smooth sur l'utilisation des technologies de ce type-là. Mais ça se règle. Et justement, avec ces crawlers, on a la possibilité de voir ce qui pose problème ou pas. Donc moi, je n'ai pas une compétence technique très développée. Mais en tout cas, c'est ce que je peux répondre aujourd'hui. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup de votre attention jusqu'à cette heure. On va vous libérer. Donc, n'oubliez pas l'email info@storystellar.com pour retrouver le replay. Et puis, vous avez le lien pour la formation pour approfondir le content marketing. Merci beaucoup, Lydia. Merci. Tu as vraiment nous a permis de simplifier. J'espère qu'on a donné envie à tous de se mettre au SEO, d'en parler, de le faire en équipe. Merci à tous. Merci à toi, Sophie. Au revoir. Au revoir.